Il y a des joueurs qui sont légendaires, mais parfois, ce sont des hommes qui le sont, tout simplement. Qui peut se targuer d'avoir été sportif de haut niveau, joueur professionnel à l'Olympique de Marseille, mais en parallèle avoir été acteur de cinéma avec des premiers rôles? Qui peut se prévaloir d'avoir été entrepreneur et d'avoir créé notamment un événementiel qui est le championnat de France de beach soccer? Un de ces hommes est avec nous et dans le Salon des légendes, qui est très heureux, très fier et honoré de recevoir Joël Cantona. Bonjour, Bonjour. bonjour. Moi qui est très honoré d'être parmi vous dans le Salon des légendes. Alors, légende, je ne suis pas une légende olympique de Marseille, parce qu'il y en a 3-4 de légendes par club. Moitié ma légende, c'est Scoblar. C'est Marius Trésor. Qui était là juste avant, Juste avant de te recevoir. Ah oui, Josip. dans le dernier numéro. Tout à fait. C'est, on peut dire, Papin. Basile Boli pour son magnifique but en finale de Ligue des Champions. C'est ça des légendes d'un club. Et moi, je suis le légendaire Jojo Cantona. Des Cailloles, pas loin. Écoute, l'émission commence avec Marc Choury, Donc, qui a préparé une multitude de questions pour toi. tout à fait. On est ravis, comme t'as dit Sébastien, de te recevoir dans cette émission. Merci, c'est un honneur. Légende ou pas légende, pour nous, tu en es une. Donc, nous allons retracer ta carrière footballistique et extra-footballistique. On va te découvrir, même si beaucoup de monde te connaissent déjà. Mais voilà, c'est un plaisir pour nous de parler de tout ce que tu as fait dans ta vie. Tu es donc Marseillais de naissance. Tu es né le 26 octobre 1967. Et l'on aimerait que tu nous expliques un petit peu comment s'est déroulée ton enfance familiale, football, Marseille, quartier, tes frères, toi surtout. C'est une enfance heureuse, une enfance où on avait un privilège déjà à l'époque. C'est moins le cas aujourd'hui, c'est de plus en plus difficile pour la jeunesse. Mais bon, c'est une autre époque. Mais notre époque, les années 60, fin des années 60, ce qui me concerne, les années 70, c'était une merveille. On avait des champs partout, au Caillol, il y avait des fermiers, on avait les yaourts caillolés, on avait des terrains vagues pour jouer, pour s'exprimer avec mes frères, mon frère Jean-Marie, l'aîné, mon frère Eric, et d'autres amis comme Christophe Galtier, qui est né dans le quartier aussi, qui est des amis d'enfance comme des frères. Thierry Falzon, qui a été aussi footballeur professionnel, et tant d'autres. Ça, c'est le quartier des Cailloles. Après, l'enfance, Marjorie, pour nous, c'est toute une histoire d'émigrés. C'est mes grands-parents maternels qui fuient le franquisme, qui passent les Pyrénées pour arriver en France, dans les camps d'Argelès pendant 2 ans. D'ailleurs, on fait un documentaire en ce moment avec Canto Bros Productions, la société de nous trois, les 3 frères, Canto Bros Productions. Et en coproduction d'ailleurs avec Gérard Piquet, le Cosmos Productions, le stopper de Barcelone. Voilà, c'est aussi du côté de la Sardaigne, du côté de mon père, ça, qui est arrivé en 1910 à la Bédoule, pas si loin, avant d'aller au boulevard Rodot après, où c'était le quartier des Italiens. On se nourrit de ça. Voilà, on aurait pu être à New York parce que les 2 frères de mon arrière-grand-père étaient partis à New York et ils sont morts là-bas, sur place, dans un accident de cheminot, tous les 2. Donc c'est ça aussi, cette histoire, c'est ce qui te nourrit, ce qui est tes racines profondes. Bien sûr. Et malgré cette douleur intérieure, c'est le visage de mes grands-parents, de mes parents qui étaient des gens, qui sont des gens, qui étaient des gens, qui sont aussi des gens, parce que j'ai perdu mes grands-parents, mais j'ai toujours mes parents, qui nous ont donné le sens de la fête, le sens du devoir, le sens de la joie. Et chez nous, on respire la joie. Et pas si loin, on a un cabanon sur la Côte Bleue. Toute mon enfance, c'est aussi là-bas, du côté de Niolon, du côté de Figuières, Méjean, de Petit Méjean. Mais aussi les Alpes, observer des champs de blé, des champs de tulipes, Moussier-Sainte-Marie. C'est aussi ça, les grandes vacances. Les grandes vacances, c'est quelque chose de magique quand tu n'es pas très bon à l'école,
Et ben voilà, le football s'arrête. Et tu te dis que ces vacances-là, tu vas en profiter au maximum. Donc il y a plein de... On est entouré de gens, des gitans. Tous les dimanches, ils venaient les gitans chez nous jouer de la guitare, tout ça. Donc oui, une enfance Heureuse. heureuse. Avec beaucoup de discipline, déjà une vision, une cap vers l'avenir, tout en profitant au jour le jour, parce qu'on est comme ça, quoi. On se laisse vivre chez les cantonards pour se nourrir de ce qu'il y a de plus beau dans la vie, quoi. L'âme même de ce que peut être un être bon, un être avec beaucoup de bonté, un être vrai. C'est ce qui nous ont légué nos parents, arrière-grands-parents. Voilà. C'est ça qui est beau. Comment t'es venu le football donc dans ton enfance? Comment t'en es arrivé à avoir un ballon au pied et aller dans ce fameux club donc, des Cailloles, je suppose, avant d'en arriver à l'OM par la suite? Ben, mon grand-père était maçon, donc on a construit en haut, au Collet des Comptes, en haut sur une colline, la maison. Et on habitait à 800 mètres du stade du SO Cailloles. Donc ça a été plus facile. Et puis mon père était gardien de but. Donc toute cette liberté te faisait aller naturellement sur le terrain des Cailloles. Voilà. Même si tu n'avais pas l'âge, tu avais 4-5 ans, on prenait. Nous, c'était une grande famille, le SO Cailloles. Aujourd'hui, ça a beaucoup changé. Beaucoup. Mais il y a 30-40 ans, c'était exceptionnel. Il y avait tout. Il y avait tout. Il y avait tout pour s'exprimer. Et surtout, il y avait un grand club. Ils avaient formé Roger Jouve, Jean Tigana. Après, il y a eu aussi une autre génération, 10 ans après, Eric Cantona, Christophe Galtier, Joël Cantona, et tant d'autres. Plus jeunes aussi, comme je crois que Peter Lucien a joué au SO Cailloles aussi. Tout à fait. Voilà, c'était le grand club, un des plus grands clubs formateurs de France. Tout à fait. Et on est né à 800 mètres, donc c'était tout à fait naturel. Club amateur. Ouais. Et d'ailleurs, quelques années plus tard, par la suite, tu commenceras ta carrière donc, à l'Olympique de Marseille, après avoir été formé là-bas pendant 3 ans. Est-ce que tu peux nous expliquer, nous raconter un peu qu'est-ce qui s'est passé lors de cette formation pendant ces 3 années? Même 4 ans. J'ai fait 2 ans aspirant, 2 ans stagiaire. Ben, au Cailloles, je faisais partie un peu des meilleurs, parce que j'étais en Ligue de Méditerranée, j'étais présélectionné en équipe de France. À ce moment-là, 15 ans, quand il faut atteindre les objectifs parce que tu as du talent, parce que tu as un certain talent pour rentrer dans un centre de formation. Donc j'avais le choix entre la S-Can, qui était déjà un grand centre de formation, avec l'OGC Nice aussi. L'Olympique de Marseille, un peu moins. Parce que l'OM, ça n'a jamais trop fait jouer les jeunes, tout ça a été tout. Mais 2 ans avant, il y a cette fabuleuse histoire des Minots qui a sauvé le club, avec des joueurs de renommée, très talentueux, souvent marseillais, comme les Francini, comme les De Bono, j'en oublie, hein, donc je ne veux pas citer tout le monde. Oui. Exactement. Marc Pascal, qui était une légende aussi. Vous voyez, les légendes, je l'ai oublié aussi, Marc Pascal. Mais Marc Pascal, c'était la légende des Minots. Donc, il y avait ces jeunes, et comme ils l'ont sauvé, comme ils ont brillé, ils ont su remonter en première division avec Zarco Larivic, Boubacar, tout ça, enfin, des gens expérimentés. Et il y avait Gérard Gilly surtout, directeur du centre de formation, qui... Déjà, il m'a choisi. Je n'ai pas hésité longtemps, je ne voulais pas aller à la SCAN. Mon père et ma mère, ils en avaient même un peu marre de voir mon frère Eric partir aussi loin. Ça a été le premier à partir à la JOCR. Et il y avait 650 km avant. On ne se rend pas compte, mais avant, on ne voyageait pas. On ne prenait pas l'avion. On faisait des heures de bus peut-être, mais on ne prenait pas l'avion. Donc 650 km, c'est très, 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 très loin. Et donc la SCAN, ben, c'est très, très, très loin dans la tête de mes parents. Donc ils ont été tout à fait d'accord pour que je rejoigne l'Olympique de Marseille. Mais c'est aussi grâce à un monsieur, qui est Gérard Gilly, qui m'a formé de main de maître. Comme il a formé tous ses joueurs. Et on a joué avec lui en première division. On a joué. Beaucoup ont joué. Ça part d'Éric Dimeco, qui jouait ailier gauche à l'époque. Ça part de Christophe Galtier. Ça part de Benoît Coé, de Frédéric Mérieux, de moi-même, d'Éric Murat. Je pourrais en citer parce que je ne les oublie pas. Et Alfredo Fernandez, mon ami qui habite Madrid aujourd'hui, qui est mon frère et qui est Alfredo Fernandez, qui est un grand artiste. Je ne savais pas qu'il allait peindre un jour. Je faisais chambre commune avec lui. Je ne savais pas qu'il allait peindre. Comme quoi, il y a d'autres exceptions, à part toi, qui sont devenus, qui ont exploré le domaine artistique. Oui. Et il peint
C'est fabuleux. C'est mon père qui l'a inspiré. D'accord. Il venait beaucoup à la maison. Mon père a fait peut-être 1200 toiles. Il n'a jamais voulu exposer parce que... Et à quel moment tu passes du sport, le football, à peut-être que j'ai quelque chose à y faire en tant que professionnel? Comment ça se passe, cette transition-là? Parce qu'au début, tu joues pour jouer, comme tous les enfants. Tu te dis pas, je vais devenir professionnel. À moins que toi, non. si. On rêve. Ouais. On rêve quand on a 9 ans, 10 ans, 11 ans. On rêve de ça. Il y a des étapes. On s'amuse, on prend du plaisir, on s'entraîne bien. On a des bons éducateurs, ouais, sous Caillol, pour parler de moi-même et de mon parcours. Mais à part la rêverie, quoique, il y avait 3 grands clubs à l'époque. Il y avait la Saint-Étienne, il n'y avait pas le Paris Saint-Germain, il est né en 1970, le Paris Saint-Germain. Il y avait le FC Nantes, AS Saint-Étienne et l'Olympique de Marseille. Je me rappelle donc le grand club au Caillol. Je me rappelle avec Roger Ayot, mon entraîneur de pipi, qui était lui afficheur d'affiches. Là, il est à la retraite. Donc il avait son camion blanc. Et dedans, je me rappelle qu'il nous faisait courir à Gémenos, dans la colline de Gémenos. Tu vois, encore ce côté nature, tout ça. Les Caillols, c'était particulier. Et tu vois, ça, c'est moderne. Mais ça te fait chier. Et donc, on rêvait de la Saint-Étienne. Et je me rappelle qu'avec Christophe Galtier et Denis Gimondo, qui n'a pas pu faire carrière parce qu'il s'est blessé gravement au genou, on était tous les 3 dans ce camion de mon entraîneur Roger Ayot. Et l'autre, il se voyait au FC Nantes, l'autre, il se voyait à la Saint-Étienne. Moi, je me voyais à l'Olympique de Marseille. Enfin, pas dans l'ordre, mais devant jouer devant 45 000 personnes. Tout ça. On en parlait de ça à ce moment-là, bien précis. C'était 15 minutes dans ce camion. Et Christophe Galtier est devenu professionnel. Denis, par sa blessure, Gimondo, n'a pas pu, alors qu'il avait beaucoup de talent. Et moi aussi. Donc, Et tu l'as dit, Joël, tout à l'heure, tu es devenu professionnel, notamment grâce à la confiance d'une personne, de Gérard Gilly. On a senti que tu étais ému au moment d'en parler. Ouais. On savait que ça te ferait certainement plaisir. Donc Gérard Gilly, qu'on a reçu aussi, une légende aussi du club, n'ayons pas peur des mots. Il est là avec nous. Il est là. En visio. Ah oui, d'accord. Salut Gérard, on est très content de te voir à nouveau. C'est une surprise. Salut à tous, salut mon Joël. Oh Gérard, là, c'est une forme de surprise. Merci beaucoup d'être là. Il m'a tout appris, ce monsieur. C'est un grand monsieur. Je viens d'écouter tes paroles, Joël. Et je retrouve toujours celui que j'ai connu, toute ta générosité. Tu es un exemple d'éducation, un exemple de... Si tu savais, tu penses que modestement, je t'ai beaucoup apporté. Mais si tu savais ce que tu m'as apporté, toi. Ah. Ouais, tu m'as beaucoup apporté. Je me souviens quand tu venais manger à la maison, la première fois, et tu étais au niveau du centre, tu étais quelqu'un qui parlait, qui aimait parler, tout ça, et tu avais été d'une timidité lors de ce repas parce qu'on t'avait reçu avec mon épouse. Et j'ai toujours en mémoire ce moment-là, quoi, qui était un moment exceptionnel. Mais crois-moi, tu as une personnalité qui m'a beaucoup marqué et qui a marqué aussi tous tes copains. Parce que Jojo, c'était Jojo. Après, je suis vraiment très fier de tout ce que tu as fait par la suite. Parce que tu as toujours ce cœur gros comme la main et dans l'honnêteté. J'adorais ton père qui venait tous les matins à Livonne. Il était tout seul avec ses lunettes noires. Et dès que l'entraînement était fini, on se retrouvait entre 2 gardiens de but. Et puis on refaisait le monde. Il me disait alors, le petit. Et j'ai dit, le petit travaille, il progresse, on va y arriver. Et c'est pour ça que c'est quelqu'un qui m'est très cher. Et j'ai un grand souvenir de ta personne. Et Gérard, on profite de t'avoir. Moi, j'avais une question. Comment ça se fait que Joël, avec toutes ses valeurs, qui est un produit du centre de formation de l'Olympique de Marseille, à l'instar d'un Samir Nasri, à l'instar d'un Boubacar Kamara,
il n'a pas plus joué longtemps à l'OM, il est parti à Rennes. Qu'est-ce qu'il a manqué ou j'aimerais bien avoir ton avis à toi. On posera bien évidemment la question à Joël ensuite, mais ton regard m'intéresse. Vous savez, c'est le moment. C'est le moment. On a rendez-vous avec le moment où le moment n'est pas là, quoi. C'est de faire une carrière de pro. Il y a toujours à un moment donné un petit rendez-vous. Et là, il a pas eu lieu pour Joël, à ce moment-là, quoi. Le club était parti sur autre chose et il n'était pas au rendez-vous. Mais un autre moment, sa carrière à Marseille aurait pu être tout autre, hein. Il aurait pu faire une grande carrière à Marseille aussi. Mais bon, c'est l'instant, quoi. À cette époque-là, ça bougeait beaucoup. À cette époque-là, Tapi allait arriver, modification d'effectifs. Mais il aurait mérité autant que les autres de rester à Marseille, quoi. Mais c'est ça. Gérard, merci pour tous les mots. C'est fou parce que c'est fou. Ouais, je sais, mais c'est fou comme. En fait, il y a une âme chez Gérard très importante. Donc l'humanité dont on ne parle pas assez. Aujourd'hui, c'est une personne d'un grand talent déjà, très rigoureux. On le craignait beaucoup. Directeur du centre de formation, entraîneur. Vous savez, quand un homme comme Bernard Tapie, derrière Franz Beckenbauer, vous fait confiance, quand tu es directeur du centre de formation, c'est que tu as tout, quoi. C'est que tu as tout. Tout pour être un grand. Tapie, il est dans le vélo, il a Hinault, il a Fignon. Il connaît la musique. Il prend Gérard Gilly, quoi. Mais sauf que tu le prends, tu peux durer 3 mois. Il est dur, champion de France, il fait les demi-finales de Coupe des Clubs Champions. C'est comme si tu l'avais gagné, sans cette main de Benfica. Un match fabuleux, avec souvent un jeu offensif exceptionnel. C'est pour ça que mon frère Eric aussi, que Gérard a dirigé, a voulu à tout prix être avec Gérard, parce qu'il savait qu'il y avait un jeu très léché. Il savait qu'il avait des grands joueurs, mais il fallait les faire jouer ensemble. Ça, c'est aussi sa carrière après en tant que formateur, mais après, au très très haut niveau. Mais je me rappelle de ce repas, ce premier repas. J'étais timide parce que Gérard, tu ou vous, j'ai envie de dire vous, mais maintenant on se tutoie. Mais avant, je ne pouvais même pas dire tu, jusqu'à l'âge de peut-être 35 ans, je ne pouvais pas, ou 40 ans, je ne pouvais pas. Mais on est deux Marseillais, mon père l'adore, il a vu gardien de but, c'est une grande famille. Le papa de Gérard était aussi un très très bon gardien de but. Mon père les a connus, ils ont l'instinct aussi de la famille, l'instinct des boules, parce que de la pétanque, c'est Marseille, c'est aussi des amoureux, des passionnés avec beaucoup d'émotions. Mais je me rappelle de ce repas. Et j'étais simplement timide parce que j'étais impressionné, parce que c'est une surprise. Ton entraîneur, ton directeur du centre de formation t'invite, nous, entre joueurs, que ce soit les Mérieux, que ce soit Christophe Galtier, que ce soit Éric Murat, etc., Éric Dimeco ou d'autres, tu te dis, mais tu vas manger chez Gérard. Tu as honte, tu le caches presque, quoi, tu vois. Donc c'est un grand souvenir. Et puis voilà, j'ai été formé de main de maître. On n'avait pas les terrains, les pelouses comme aujourd'hui. On s'entraînait à Luvonne, on s'entraînait un coup du côté aussi de la Peine sur Yvonne. C'est ça. Par là, il y avait aussi un coin que je ne me rappelle plus, ce terrain vers Saint-Loup, là, par là, où on s'entraînait, mais parfois, bon, notre stade était Luvonne quand même. Mais Gérard, on est d'accord que toi, perfectionniste, toi, grand formateur, tu te battais avec le club, à la ville, pour avoir des bonnes pelouses. Alors, on les avait parce qu'ils se battaient, mais c'était dur. Donc, aujourd'hui, la qualité de la formation, elle est due aussi avec ces billards. J'ai pris comme un cocon. Nous c'était encore une époque où à part FC Sochaux, peut-être le FC Nantes, la Jaunelière, on n'avait pas cet outil pour le travail, vraiment. Donc, il fallait être tenu par un très très grand formateur, un des plus grands de l'histoire de France, qui est Gérard Gilly. Au-delà d'être aujourd'hui
jusqu'à aujourd'hui un grand entraîneur. Mais bon, c'était une chance exceptionnelle pour moi. Et j'ai choisi de rejoindre l'Olympique de Marseille simplement parce que ce sont des personnes comme ça. Avant, j'ai eu Célestin Oliver au foot études qui nous a apporté avec Eric tous les deux. Même Christophe Galtier a fait le foot études. Et Gérard, il se renseignait, comme Giroud pouvait se renseigner, comme il se renseignait sur la personnalité d'un joueur. C'est un sport collectif. Mais bon, voilà. Il y avait aussi Jo, l'esprit de la villa. Exactement. On n'avait pas des trucs très luxueux comme il y a aujourd'hui, mais on avait cet esprit de la villa qui était devenu le vôtre, quoi. C'était votre endroit, il n'y a personne qui pouvait y rentrer. Quand il y avait quelqu'un qui venait faire un essai ou un truc comme ça, il était immédiatement, il ne pouvait pas se permettre de dire n'importe quoi. La villa, c'était votre endroit, quoi. Ah oui. C'était à l'Obélisque. Votre famille était là, quoi. Et Gérard, quand je vous écoute, je me pose une question. Est-ce que la plus grande faiblesse de Joël pour avoir pas réussi à l'Olympique de Marseille, du moins la première saison où il a joué en pro, c'est pas sa plus grande qualité en réalité, à savoir sa gentillesse. J'ai l'impression que quelquefois, peut-être, il peut manquer de ce côté tueur ou égo, parce que quand on le connaît, il est vraiment ouvert sur les autres et peut-être il fait passer le copain avant lui-même, quoi. Qu'est-ce que tu en penses? Alors déjà, c'est pas un défaut, hein, d'être comme ça, au contraire. Mais par rapport au monde professionnel, je veux dire. Ouais, par rapport au milieu, non, je pense, non, il avait toutes les qualités. Il savait sur un terrain, c'était un gagneur aussi, hein. Il se faisait respecter. Donc, c'est un homme généreux, mais gagneur. Et donc, il a simplement manqué le bon rendez-vous au bon moment, quoi. Mais il avait ce qu'il fallait, c'est tout. La gentillesse, il était gagneur et généreux comme il a toujours été, quoi. Gentil, Gérard, est-ce que tu aurais une petite anecdote à nous raconter sur, là, vu qu'on te tient, à nous raconter sur Joël, en vestiaire, hors vestiaire? Ben là, j'ai quelques anecdotes, mais je crois qu'il ne faut pas que je les raconte à l'antenne. Ah, mais si, c'est le but de l'émission. On t'a reçu dans l'émission maintenant. Tu vas pas parler de nos tournées au Gabon? Ouais. C'est dans l'intimité du vestiaire, ça reste dans le vestiaire. Le fameux adage. Mais... En tout cas, bon, Joël, je te fais une grosse bise. Je vous embrasse à tous, mais Joël vraiment reste formidable parce que je sais que tu le resteras toute ta vie. Et les mots que tu as dit sur ta famille en début de saison, c'est des mots qui me font chialer, moi, parce que tu n'oublies pas tes racines, tu n'oublies pas d'où tu viens. Et ça, dans la vie, quand on est comme ça, mon pote, on est un type bien, et tu es un type bien. Ben, je peux te... Merci. Il m'a fait débuter en première division contre le Grand Bordeaux de Giresse, Tigana, Dropsy, Reinders, Lacombe. C'est grâce à la formation. C'est à 18 ans, ce premier match. Où tu marques le quatrième but. Après, ouais. Où je marque ce quatrième but, ouais. Mais c'est surtout que je marque. On gagne 4-0 devant 45 000 personnes. Parce que le grand club, c'était Bordeaux aussi. Mais sauf que j'ai une anecdote, moi, sur Gérard. Mais qui m'a... J'y pense peut-être 10 fois par an. C'est-à-dire que à la fin de ce match, je marque ce quatrième but, au M Bordeaux. Il est à l'entrée du tunnel, l'ancien stade Vélodrome. Et là, il me serre la main, il ne prend pas dans les bras. Il a trop d'autorité, il a trop de charisme. Et je suis jeune encore. J'ai 18 ans et demi. Je suis Marseillais, je joue là pour mon premier match. C'est énorme. Et il me serre la main et je vois ses yeux mouillés. Il était fier de moi. Ouais. Donc je te remercie pour ça déjà, Gérard, parce que c'est énorme. J'y pense tout le temps, toute ma vie. Ça se voit. Je te fais une grosse bise. Bisous à toute la famille, hein, Gérard. Merci. Et merci de... J'ai entendu que tes parents vont bien. Ça va. Bon, bah, Ça écoute, tu leur fais une grosse bise aussi. Ça sera fait. Merci Gérard.
t'embrasse fort. Merci beaucoup. À Un bientôt. immense merci d'avoir été là. À Merci bientôt. beaucoup. Merci Gérard, merci. Merci beaucoup. Merci. Merci, bisous. Ciao, ciao Gérard. Je crois qu'on est tous émus. Voilà, hein, c'est arrivé rapidement. C'est Un grand monsieur, hein. Pour moi. Très respecté dans ma famille aussi. Donc après l'Olympique de Marseille, pour reprendre le fil, il y a un départ à Rennes. Tu vas dans le nord, comme on pourrait dire dans certains films. Dans le nord-ouest, dans l'ouest, C'est en ça. Bretagne. Oui, il faut dire qu'à l'époque, le football pour moi, Gérard le disait, il y a un changement de politique. Il y a Bernard Tapie qui arrive, il y a des grands... Moi je suis attaquant. Il y a des grands attaquants comme Papin qui arrive, comme Cuben, rapidement il y a d'autres joueurs qui arrivent. Donc je suis prêté au Stade Rennais. Donc je me retrouve en Bretagne. J'ai, je crois, 19 ans encore, 19 ans et demi. Frustré? Non, non, parce que j'avais le choix entre Bastia et Rennes. Bastia, l'entraîneur, c'était Roland Gransart, hein, qui était l'entraîneur des Minots à l'Olympique de Marseille, qui me connaissait très bien. Mais Et qu'est-ce qui te pousse à Rennes alors du coup? c'est mon père qui me dit, c'est bien la Corse pour toi. C'est bien pour nous. Mais ils ont des difficultés financières. Nous, on n'est pas nés avec une cuillère en argent. On n'est pas riche. On est riche du cœur, on est riche. Mais... Donc il me dit, c'est bien si tu vas au Stade Rennais. C'est un honneur. Le Stade Rennais, c'était à l'époque un grand club. Hein. Toujours aujourd'hui, mais il y a eu un creux pour eux un peu difficile. Donc je me retrouve là-bas avec l'entraîneur Raymond Kéruizoré, qui a joué à l'OM en numéro, je crois, mi-offensive, numéro 10, numéro 8. Et Commence donc, là-bas. qu'est-ce qui se passe? Parce que du coup, tu restes pas non plus. Alors, est-ce que ça ne fonctionne pas? Est-ce que c'est un de tes choix? Parce qu'après, tu pars à Créteil. Tu as beaucoup changé en fait de club. Ouais. Rennes, et c'est très sincère, Raymond Kéruizoré, le Ballon d'Or, c'était Belanov à l'époque, 1986. Décembre 86, le Russe. Et lors d'un repas et tout, il me dit... il avait entraîné Gérard Bucher, un an ou 2 ans avant, pendant 2-3 ans au stade de Brestois. Et il adorait cet avant-centre, Bucher, Raymond Kéruizoré. Et il aimait beaucoup mon jeu. J'étais jeune, moi, j'étais 19 ans et demi. Sauf que j'avais un ami qui s'appelait Djamel Tlemceni, que j'ai toujours, qui a été un des plus grands numéro 10 français. Djamel Tlemceni, international algérien. Et qui m'a, quand je suis arrivé en plein mois de juin à Rennes, m'a pris sous sa coupe. Lui qui avait déjà 30 ou 31 ans, donc 12 ans d'écart. Et j'étais inséparable. Et un jour, en mars, on est presque à 3 mois de la fin, Raymond Kéruizoré me convoque dans le bureau et il me dit, il n'y a rien pour Raymond, parce que je l'aime beaucoup. Hein. Parce que si l'émission, il la regarde, Raymond, hein, je ne voudrais pas qu'il pense que... Mais il me dit, il venait de se choper grave avec Djamel Tlemceni, alors que c'était le meneur de jeu, tout ça. Mais vraiment très grave, quoi. C'est des choses qui restent dans le vestiaire, comme dit Gérard, mais ça a fait une cassure complète, tout ça et tout. Donc il a été mis de côté. Et un mois après, il m'a convoqué pour me dire je ne veux plus que tu traînes avec Djamel Tlemceni. Je lui ai dit quoi, si vous me demandez ça, qu'est-ce que vous voulez que je vous réponde? Il m'a accueilli chez lui pendant 3 semaines avec sa femme, tout ça et tout. J'étais seul, célibataire, un peu perdu, un enfant de Marseille, tout ça et tout. Non, ça, je ne peux pas le faire. Mais si tu ne peux pas le faire, tu resteras sur la touche. Ben, si je reste sur la touche, il n'y a pas de problème. Par contre, je ne renie pas un ami. Et ça, c'est des petits moments, parce que 15 jours avant, je dois signer 4 ans professionnels là-bas. Parce qu'avec Tapie, c'est bouché. Avec Gérard Banide, Michel Hidalgo, manager général, c'est bouché à l'Olympique de Marseille. Ça se joue à 13 le football à l'époque. On est 13 sur la feuille de match. C'est difficile, hein. On n'a même pas un deuxième gardien de but remplaçant. Donc déjà, partir à Rennes et jouer au SCO d'Angers après, bon, mais c'est déjà une fierté, voilà. Pas donné à tout le monde, déjà. Mais 1994, on a la chance donc de te retrouver, récupérer, parce que tu reviens donc ici à Marseille, chez toi, l'Olympique de Marseille. Une belle époque de l'OM. Tout à fait, une merveilleuse époque. De la Ligue 2. Et tu vas nous expliquer donc cette période et ces moments magiques donc, qui en font partie. Avec Cascarino en torte. Tony. Il avait 2 dents à moi, il mettait les dents, des dents, je ne sais pas comment on dit, grosse époque. de pivot.
Je joue en Hongrie en première division, à Újpest, Doja. Vous voyez, la passion du football vous amène. Elle vous amène. Mon père nous a inspirés pour ça, au grand football hongrois des années 50. Puskás, Koksik, Zibor, une équipe Fazekas, une équipe d'or. On les appelait l'équipe d'or. La Hongrie. C'était pas le Brésil, l'équipe d'or, c'était la Hongrie. Donc l'histoire du football ne s'arrête pas aujourd'hui. Elle est grande, elle est large et elle a 120 ans. Et donc je joue en Hongrie et puis un jour, il y a l'Olympique de Marseille qui m'a dit, écoutez, Joël, pour faire le 16e ou 17e homme, on n'était pas encore 25-26, vous voyez. On aimerait t'avoir dans l'effectif. Donc, c'est mon club quand même, l'Olympique de Marseille. Oui. Club de cœur. Donc je dis oui. Retour aux sources. Retour aux sources. Mais moi, j'étais un fou d'entraînement. J'étais premier dans tous les tests physiques depuis l'âge de 18 ans. Donc, j'étais un très bon professionnel. Pas un très bon joueur, mais un très bon professionnel. Donc, j'étais prêt d'entrer. 3 semaines après, je jouais dans l'équipe. 3 semaines après, alors que je devais être 17e homme. 3 semaines après, Marc Bourrier, champion d'Europe espoir, sélectionneur, dont a fait partie mon frère Eric, de cette équipe de champion d'Europe 88. D'ailleurs, on n'a jamais pu gagner de championnat d'Europe espoir. Marc Bourrier me fait confiance dans un poste que j'affectionnais. Un genre de 9,5, milieu offensif. Voilà. Ce jour-là, je marque. 3-0 contre Mulhouse et je marque le 3e but. Et voilà, j'ai des amis, c'est Marcel Gib, c'est Christophe Galtier, c'est Casoni, c'est Gascarino Toni, c'est tous ces mecs qui Jean-Christophe Marquet, Fabien Barthez la première année, vous vous rappelez de ça, en 2e division. On fait des chambres communes d'ailleurs, ensemble, on rigolait ensemble avec Fabien. De temps en temps, il aimait fumer un peu, même Michel Platini fumait à l'époque, tout ça. Il aimait de temps en temps une petite cigarette, ça lui faisait du bien. Il fumait dans la chambre, j'ai pas sur le balcon, mais se choper un peu là-dessus. Mais c'était des merveilleux moments, ouais. C'est une grande épopée, ça aussi, la 2e division. Tout à fait. Vous vous rappelez qu'on avait été, c'était pour la corruption dans un premier temps. Et puis on a fini avec 15 ou 20 points d'avance. Et puis la Ligue a décidé... ferveur toujours, la ferveur. Vélodrome. Ouais, mais là, ils ont aimé cette époque-là. C'est ce que je disais. C'est la plus belle. Le peuple marseillais, ils ont aimé. On avait beaucoup de monde dans les tribunes. Beaucoup de valeurs dans l'équipe. Beaucoup de valeurs. Et ils aimaient beaucoup ces joueurs. Il y avait quelque chose de magique, une âme profonde. Et moi, souvent, on me parle de cette époque-là. Beaucoup de supporters, beaucoup de fans, beaucoup de gens. Il y avait un petit parcours européen aussi. Oui. Moi, je suis arrivé le lendemain je crois que c'est l'Olympiakos et je ne me rappelle plus, le club suisse, au premier tour, quelque chose comme ça. Jean-Christophe marqué un super but d'ailleurs, en Coupe d'Europe. Donc voilà, c'était une fierté, 8 ans après, de revenir et surtout de finir ma carrière à l'Olympique de Marseille. Je l'ai débuté et je l'ai fini. Alors je l'ai fini. La boucle est bouclée. Est-ce que tu ne vis pas comme une injustice le fait de ne pas être monté, enfin, ce manque de monter en Ligue 1? Comment vous le vivez? Moi, j'arrête en mars pour une affaire personnelle dans le club. Un peu de caractère, un peu de ci, un peu de là. C'est de famille. Hein. Donc j'arrête. Je ne peux même plus entendre parler du football, de ce milieu. Je ne sais pas s'il y aura d'autres questions là-dessus, mais en tout cas, ce que je sais, c'est que je ne veux plus continuer le football que j'ai toujours aimé. J'ai senti un tournant. Et à 28 ans et demi, au mois de mars, j'ai dit non. Et au mois de mai, on monte. Donc en Ligue 2 De Ligue 2 en Ligue 1. On monte, on fait la demi-finale de Coupe de France aussi. Mais la première année, on fait la demi-finale, on perd au Parc des Princes, je charge Ginola, moi, à l'époque, je me rappelle. Parce qu'après, ils m'ont fait reculer. J'ai joué arrière, on jouait à 5 défenseurs, je jouais arrière, milieu droit. Parfois côté gauche, quand Jean-Christophe avait une blessure marquée. Mais on jouait avec un libéraux, deux stoppers, c'était souvent les tactiques de l'époque. Et 2 arrières qui étaient Jean-Christophe et moi. Des fois aussi Jambé, souvent Jambé aussi. Ce qu'on appelle des pistons aujourd'hui. Voilà, des pistons. C'était un peu la mode. Et on avait perdu au PSG 2-0 contre le grand PSG de Ginola, Wea, Valdo, Ricardo, Lama, etc. Donc vous voyez qu'en 2e division, on avait une grande équipe quand même.
Avec tout ce grand parcours, on est quand même obligé de te poser cette fameuse question. Est-ce que ça n'a pas été trop dur non plus d'être le frère, enfin d'avoir comme frère Eric? Est-ce qu'il n'y avait pas un ordre de compétition entre vous? Comment tu as réussi aussi à évoluer en étant le frère aussi de cette personne qui a évolué autrement? Il y a 17 mois d'écart entre Eric et moi. 17 mois, on est nés ensemble quasiment. Donc lui, il est au centre de formation d'Océan, moi je suis au centre de formation de l'Olympique de Marseille. Pourquoi déjà il y a ce choix? Ce choix, c'est le fait des demandes. Eric, il a 8 Proposition. clubs français. Eric, Mais il n'a pas voulu privilégier l'OM? Il n'a pas été demandé par l'Olympique de Marseille, Eric. D'accord. Il a été demandé par l'OGC Nice, qui était le plus grand centre de formation de France avec Sochaux et Nantes. Mais la JOCR avait Giroud. Il venait de monter en première division, c'était risqué d'aller. Hein. Et il avait 8 clubs français. Il a choisi la JOCR parce que, déjà, premièrement, parce qu'il a reçu 2 maillots avec le sponsor Chayotin. Et que l'OGC Nice, il a fallu qu'il achète, comme il dit souvent, son fagnon dans la boutique. Vous voyez à quoi ça se joue des fois. Et donc voilà, c'était un choix, lui, à la JOCR. Et il y avait quand même Jean-Marc Ferreri, Basile Boli, déjà, puis tant d'autres. Donc ils étaient en train de construire un très très grand centre de formation qui est aujourd'hui un peu moins, mais il y a encore 10 ans, le plus grand d'Europe, un des plus grands d'Europe avec l'Ajax d'Amsterdam. Bon, je ne vais pas rentrer trop dans la formation de club, mais c'est un exemple, la JOCR. Avec, voilà, c'est une question d'hommes aussi. Moi, c'était Gérard Gilly, Eric, c'est... Et pourquoi, Marjorie, pour te répondre, c'est juste parce que déjà, il a un talent pur, Eric, à la base. Vous voyez l'essence même d'un talent pur. Il y en a comme ça. Et il marque quasiment 50 buts par saison. C'est un pipi minime cadet. Moi, j'en marque la moitié. Je suis capitaine aussi de mon équipe, au Caillol, tout ça, quand je passe deuxième année, etc. Mais, plus haut, au haut niveau, la formation, il avait cette personnalité, ce caractère, et surtout cette adresse naturelle devant le but. Moi, j'étais un peu moins adroit. Et quand tu étais attaquant, si tu en mets 10 de buts, tu n'en mets pas 15, 20, 25 quoi, en professionnel. Il y en a d'autres de joueurs, de grands joueurs, pour ne pas les citer, même Dugarry, ou ils n'ont jamais marqué beaucoup de buts, malgré un talent énorme, hein, beaucoup de passes décisives quand même. Hein, mais ce n'étaient pas des grands buteurs. Voilà. Et moi, on m'a fait reculer pour ça. Eric Dimeco, on l'a fait reculer aussi pour ça, parce qu'il n'était pas déterminant en attaquant. Donc ça s'est joué là-dessus. Après, si j'ai un temps pour le raconter, c'est que nous, on est nés pour s'amuser. On est nés avec beaucoup de valeurs du travail. On a travaillé. Donc, les jeunes, si je peux leur dire quelque chose, parce que chacun d'entre nous qui passons ici ou ailleurs dans d'autres émissions, on est comme des passages de témoins. Donc, travailler très dur, dans n'importe quel sport que vous pratiquez, et dans la vie en général, travailler très dur parce qu'il n'y a que ça qui vous fait un jour grandir en tant qu'homme et réussir. Voilà. Et Eric avait il avait tout. Il avait tout, sauf qu'on était une famille un peu à part. On était, je ne sais pas, pour les raisons, peut-être mon père était peut-être un peu plus bagarreur ou un truc comme ça, et qu'on est né un peu là-dedans, quoi. Et on se faisait respecter. Pour nous, le monde professionnel, on pensait que c'était comme quand on jouait, quand on était amateur, alors que, comme il dit Eric, on aurait payé pour jouer au football professionnel, dans un club professionnel. Tu ne nous payais pas, hein. On payait nous, alors c'est pas grave, on joue. Mais ça, c'est vrai, c'est la vérité. Mais après, un mec qui t'insulte, un mec qui te dit je vais te casser les deux jambes, que ta mère c'est ci, que ton père c'est ça. Et qu'après, il y a des coups bas, même dans des clubs, dans ton propre club. Tu ne peux pas. Tu peux pas durer longtemps quand tu as une personnalité comme ça. Ou tu es lisse, politique, tu t'adaptes à tout, comme 90% du sport en général, et pas que le football.
ou tu es usé. Et moi, j'ai été usé à 28 ans et demi. Eric, une légende de Manchester United. Et comment tu Il l'as a été vécu par usé à rapport 30 ans. à ce que tu disais, Marjorie, Donc on a arrêté. de voir ton frère qui évoluait, qui était... J'étais fier, moi. Voilà. Moi, j'étais trop fier. J'étais trop fier. Ça te portait, ça te motivait de donner toujours plus? Ouais, il y a eu un parcours en France, en tout cas au début, où on jouait chacun de son côté. Moi, je jouais à Angers, je jouais à Rennes, je jouais à l'OM. Lui, quand je jouais à l'OM à 18 ans, moi, j'ai fait 5-6 matchs, je n'ai pas fait beaucoup. Et il était prêté par la Géocéra au FC Martigues. Donc, il était dans les tribunes pour mon premier match au M Bordeaux. Mais après, il est international, Eric, à 20 ans, 21 ans, tout juste. Il a un talent fou. C'est donné à qui, ça? Et puis, si vous regardez bien dans le parcours des frères, des fils d'eux, moi, je suis fier de ma petite carrière, de mon petit parcours, parce que j'arrête à 28 ans et demi, alors qu'ils arrêtent tous à 35, 36 ans. Je suis très fier, j'ai accompli mon rêve. Et donc, après, je suis le premier supporter, parce que quand j'arrête à 28 ans et demi, c'est fou, parce que Eric me dit, écoute, je lâche ces personnes-là, toi, t'es bon. Au bout de 2 mois que j'avais arrêté, c'était au mois de mars 96, il me dit, écoute, il faut que tu t'occupes de moi, de mes intérêts, de ci, de là. Je dis, écoute, je ne parle pas un mot d'anglais. Mais il me dit, ça, c'est pas grave. On s'en fout. Et donc, je lui dis, écoute, laisse-moi 1 mois pour réfléchir. Parce que s'occuper des intérêts d'Eric Cantona, alors que le mec, le Manchester, c'est le premier club dans le monde. Il y a 1,2 milliard de fans, tout ça. Il y a le poids, il y a le merchandising, il y a les produits dérivés. Enfin, c'est énorme, quoi. Et je lui dis, laisse-moi 1 mois pour réfléchir. Il me dit, écoute, j'ai 48 heures pour réfléchir, ça va. Il me dit. 48 heures, 1 mois. Et donc, je lui dis, écoute, je vais en parler aussi à mon frère Jean-Marie. Il avait un magasin Cantona Sport à Istres. Et je lui ai dit, moi, il faut qu'on le fasse en famille. Donc, mon frère Jean-Marie est venu me rejoindre 1 an après. Parce que déjà, ma belle-sœur a su le convaincre, mon frère Jean-Marie, parce qu'il avait des obligations à ce magasin et tout, et puis il n'était pas dans le monde du football professionnel. Mais ma belle-sœur a été persistante, moi aussi, et Eric et Jean-Marie, ça fait 26 ans qu'on s'occupait des intérêts d'Eric. Voilà, mais dans le parcours footballistique, j'étais... C'était un talent fou. Ouais, il y avait Cruyff, dans ces genres de joueurs. Il y avait Marco Van Basten, même s'il était plus avant-centre. Il y avait Francescoli. Dans ce rôle-là, dans sa génération, il y avait Dennis Bergkamp. Et lui, là, il avait quelque chose d'autre. À Manchester, quand on parle de chevalier et tout ça, c'est... Il correspond bien au personnage. De King, ça, c'est la presse, un peu tout ça. Bon, et les fans, beaucoup les fans. Mais c'est cette posture qu'il a toujours eue, qui a donné, où il était beau à regarder. Et moi, j'étais son premier fan, premier supporter. Et on l'a poussé, on l'a porté pour qu'il soit en confiance. Mais pas que, parce que tu arrêtes donc à 28 ans et demi, comme tu dis, pour t'occuper des intérêts, pas pour t'occuper, mais tu as été amené à t'occuper des intérêts donc, de ton frère Eric. Mais tu étais prédestiné à faire d'autres grandes choses. Donc, tu t'engages dans un autre football, qui est le football de plage, qui s'appelle le beach soccer. Quelles ont été tes motivations à ce moment-là pour te dire, tiens, je vais faire ça? Et par la suite, créer donc les championnats de France, qui ont été quand même assez conséquents, puisque vous avez fini quand même champion du monde. Donc, je te laisse nous parler de tout ça. Non, mais je suis encore jeune, donc j'arrête cette carrière. J'ai 33 ans, on fait appel à moi pour une sélection française qui part à Rio de Janeiro faire un championnat du monde privé. Qui est tout nouveau, on est dans les années 97, je pense. Et j'adore déjà, parce que déjà, c'est le football sauvage pour moi. Mais bon, il y a quand même 12 000 personnes, comme un Roland Garros. Allez, à Rio, stade plein et tout. Je me dis, quelle ambiance et tout. Donc on passe des très très bons moments avec mon ami de chambre Bruno Bellone, que je salue, c'est mon frère aussi, mon Bruno Bellone, que j'adore, Lucky Luke, quel grand joueur aussi.
quel grand combattant. Et j'adore ce sport, voilà. Jusqu'un jour, où je reçois un coup de téléphone des promoteurs américains, enfin, américains, je ne sais pas comment on dit, brésiliens, mais américanos, là, ensemble, là, et qui me demandent à savoir si je veux prendre les droits français de ce sport. Donc rapidement, je dis oui. Tu as demandé un mois, ils t'ont donné 48 heures. Ouais, voilà. Et ce qu'il y a de bien, c'est que mon frère Eric arrête à Manchester United en 97, donc un an avant la Coupe du Monde en France, alors qu'on lui avait dit de continuer, mais il n'avait pas trop écouté. Il en avait marre, c'était fini. Donc un an avant la Coupe du Monde, chez nous en France, bon ok, c'est comme ça. Il a 30 ans, passé, et il arrête sa carrière. Donc c'était parfaitement le bon moment pour lui lancer ce projet, de dire, écoute, je vais prendre les droits d'un sport, je voudrais qu'on soit ensemble, tout ça et tout. Parce que, bon, c'est un jeune sport, tout nouveau, inconnu en Europe, il y a tout à construire. Et il me dit d'ailleurs, Eric, moi je peux te dire oui, parce que je trouve qu'être à la tête de nouveaux sports pour la jeunesse, tout ça, c'est classe. C'est classe, et pour nous, c'est original. C'est porteur. C'est porteur. Et il y a une originalité importante. Et donc, on va développer le sport dès 98-19 par là. Et on va le porter très loin, en organisant des championnats d'Europe, déjà à Marseille, beaucoup à Marseille. La Coupe du Monde de FIFA en 2008, qu'on organise avec la Fédération française de football, ici à Marseille, sur les plages du Prado, un succès considérable. Enfin, bon, c'est la ville du beach soccer à Marseille, un peu comme Rio de Janeiro. D'ailleurs, on dit que les deux villes se ressemblent. Et donc, on va développer après, automatiquement, on est champion du monde de FIFA en 2005, avec Eric, sélectionneur de l'équipe de France, avec des joueurs merveilleux, que j'embrasse très fort. Et j'espère qu'on va fêter, ça passe vite le temps, les 20 ans, parce qu'en 2025, ça fera 20 ans qu'on a gagné la Coupe du Monde FIFA à Rio. Donc, après, on l'a organisé à Marseille, et il fallait développer le territoire, les régions d'outre-mer. Donc rapidement, dans les années 2006, mais bon, ça c'est la force du poignet. On va créer des tournées sur les plages. On va faire découvrir, on va faire la promotion de ce nouveau sport qu'est le beach soccer, un peu en Europe aussi d'ailleurs. Et on va créer en 2009 le premier championnat de France de beach soccer, dont on n'avait pas le droit parce qu'on n'était pas sous l'égide de la Fédération française de football, parce que moi je fais attention à tout et je me protège surtout. Donc on crée le National Beach Soccer, parce que le National de pétanque, pour moi, ça me parlait. Donc j'ai dit, on va l'appeler le National Beach Soccer. Aujourd'hui, c'est une fierté parce qu'il est au service compétition de la Fédération française de football, qu'on a rejoint entre-temps, parce que c'est un sport FIFA, donc automatiquement, tu rejoins tes fédérations nationales. C'est comme ça. Et aujourd'hui, c'est un vrai championnat de France, enfin, un vrai. C'est un championnat de France FFF, le beach soccer. Eh ben, on a hâte du prochain championnat, donc chez nous, à Marseille, sur les plages du Prado. Mais pas que, parce qu'on ne peut pas parler de toi sans parler de cinéma. Donc je vais citer, en 1995, Le bonheur est dans le pré. 98, le fameux Les collègues, dont on attend la suite. 2001, La grande vie. 2002, Astérix et Obélix. 2004, Les Gauss. 2013, Repas de famille. Chevalier du Fiel, oui. 2019, Ulysse et Mona. Je joue le frère d'Eric. Tout à dans fait. Le film. Parle-nous un peu de tout ça. Comment je peux en parler? Je me dis que quand tu es enfant, c'est vrai, ces histoires de Pagnol, ces histoires de Rému, de Fernandel, tout ça et tout, ça fait partie de notre ADN dans la famille, tout ça, parce que ma grand-mère paternelle est une oratrice, on dit. Orateur, exceptionnel. Et peut-être qu'on est... Voilà, c'est toujours... le 7e art, pour nous, c'était fort, quoi. Peut-être pour ça. Peut-être parce qu'il y a une gueule, peut-être parce qu'il y a... Je ne sais pas qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce qui se passe. Parce que tu viens du football, on ne peut pas te donner des rôles au cinéma comme ça. C'est impossible, ça n'existe pas dans le monde. Parce que tu ressembles à Al Pacino. Ouais, on m'appelle Al Pacino de Marseille. Mais, et voilà, on commence quasiment en même temps à travers une publicité, BIC, qu'avait réalisé Valérie Lemercier,
que j'ai fait avec mon frère Eric. Lui, il jouait à Manchester, moi à l'OM à l'époque. Pour rajouter de l'âme. Ouais, et Big Vert de l'âme, et même le rose. Et Etienne Châtilliez nous a appelés pour jouer dans Le Bonheur et dans le Pré. Un film qui a été brillant, cartonné d'ailleurs. Et on a commencé comme ça au cinéma. Et moi, après, chacun a fait son parcours. De temps en temps, on s'est retrouvés comme dans la grande vie avec Eric, mais aussi dans Ulysse et Mona. Voilà. Mais par contre, moi, j'aime créer. Enfin, ça me plaît aussi l'entreprendre. Et Eric, il est resté vraiment sur le côté. Pas que je ne l'ai pas, artistique, parce que la preuve, c'est que je l'ai. Mais lui, il est resté là-dedans. Pas à tourner 5 fois par an, parce que ça, il ne veut pas. Il a le choix aujourd'hui de pouvoir décider de séries. En même temps, on a Netflix, on a tout, même France Télévisions ou le cinéma, pareil. Donc 2-3 expériences. Il est resté là-dedans et en travaillant dur, il a joué au théâtre aussi, ce que je n'ai pas fait moi. Moi, je suis un peu je ne sais pas comment on dit le nom, le gitan du cinéma. Voilà, j'ai pas d'agent, L'agent, c'est important dans le cinéma. Quoi qu'on dit souvent, le meilleur agent, c'est toi, quoi. Mais voilà, donc on a... Et qu'est-ce qui t'a Je ne sais pas pourquoi on est plu le plus? Le cinéma, faire l'acteur ou être footballeur professionnel? Parce que c'est des rêves de gosse, toi, tu as eu la chance de faire les deux, quoi. C'est quoi le plus dur? C'est quoi qui t'a donné le plus de plaisir ou d'émotion? C'est différent, mais l'émotion est aussi forte dans le cinéma quand il y a une bonne équipe. Hein. Parce que tu as des casse-couilles aussi. Hein. Mais quand il y a une bonne équipe, c'est des grands moments. Donc non, j'ai pas de... c'est sur le moment, c'est un live, c'est la compétition, c'est fort, c'est un public énorme et tout ça et tout. Là, c'est un tournage qui sera diffusé sur des écrans. Alors j'aime la caméra, j'aime tourner. J'adore ça. Mais je ne me suis pas complètement lancé là-dedans. De temps en temps, il y a des inspirations qui font que je m'accroche à quelque chose et j'y vais. Parce que j'ai besoin de me nourrir de ça aussi. J'ai besoin de... C'est comme ça. Et du coup, tu as d'autres projets aujourd'hui, puisque tu as besoin de te nourrir de beaucoup de choses, j'ai l'impression. Donc, est-ce que tu as d'autres projets, quelque chose qui te tient à cœur? Oui. Déjà, on travaille bien avec la production, avec les 3 frères. On fait pas mal de choses avec Antobros Productions. On adore les documentaires. Je ne sais pas si vous avez vu les Looking, les séries des 2 grands clubs dans une même ville. Foot et Immigration. Ken Loach, Looking for Eric. On était fiers, nous, d'aller au Festival de Cannes, sélectionné, quoi. Notre film sélectionné. On perd en finale. Je dis en finale parce que 2 jours avant, on doit avoir la Palme d'Or. Le lendemain, on ne l'a plus. Alors on en chope 1, on en chope 2, on en chope 3 dans Cannes. On dit mais comment on ne l'a plus? Qu'est-ce qu'il y a, ce complot, pas complot? Il n'y a pas de complot. Il n'y a rien. Et nous, on veut la Palme d'Or. On est compétiteurs. On va au Festival de Cannes avec notre film, tu vois. Donc on est fiers de tout ça. Et je te dis que franchement, le football n'a pas son pareil. Mais le cinéma, quand il est bien entouré, c'est magnifique aussi. Et tu as prévu quelque chose au jour d'aujourd'hui dans le cinéma? Comment? Concernant tes futurs projets? Non, moi, je suis en train de... Et doucement, même très doucement, mais sûrement, je suis en train de... Parce qu'il y a une voix, il y a une maturité aussi. Et à 28 ans, ma voix ne me plaisait pas. Aujourd'hui, à plus de 50 ans, je me sens bien. Je me sens bien, quoi. Je me sens... quoi. Mature. Attention, avec des fragilités, mais je me sens bien, tu vois. Je me sens prêt. C'est le mot. Et c'est le seul en scène que je prépare. Hein, voilà. J'espère qu'il verra le jour d'ici 1 an et demi, 2 ans. Voilà. Mais en tout cas, j'ai construit tout le squelette. J'ai mon décor, j'ai mes histoires. Ça va être l'almanach de mes souvenirs, en fait. Voilà, je me rappelle 1, je me rappelle 2, je me rappelle 3. Je veux le monter comme il était une fois en Amérique. Parce que, si vous vous rappelez de ce film, il y a une évolution magnifique entre l'enfance et ceux qui arrivent à l'âge de 30, 40 ans. Moi, ça va se passer entre 7 ans et 40 ans. Comme j'ai peur de jouer seul sur scène, alors j'ai créé
des voix off de ma famille, toujours, de mes amis. Donc de temps en temps, il y aura des voix off. Et surtout un scribe qui écrit l'histoire de l'almanach de mes souvenirs, qui est un mannequin éclopé en bois. Et donc je lui ai fait écrire avec une longue plume d'Indien, parce qu'on aime les Indiens, la famille. On est tatoués d'Indiens. Et voilà, donc j'espère que je pourrai le jouer, mais c'est un défi. Est-ce qu'il y aura un jour la suite du film culte Les Collègues ou pas? Et ça aussi, oui, je pense que oui. Je pense que oui. C'est vrai Ouais, je pense que oui. C'est une question de... C'est un film culte, ouais. J'ai raison de le dire. Hein. C'est Le Père Noël est une ordure dans le Midi. C'est les ch'tis dans le Midi. C'est ça. Donc ça vaut un 2. Voilà. Après 25 ans, 98, ça fait combien ça? 25 ans presque. Ouais, je pense qu'il faut... On a la suite. Au On niveau y du travaille. casting, ça On va ne se dit pas que bousculer, ça hein. peut sortir. Parce que ça dépend du réalisateur, Philippe Dajoux. Il n'y a que lui qui peut décider de savoir s'il veut le faire ou pas. Voilà. Mais nous, les acteurs, sommes prêts à faire Les Collègues 2. Et quasiment tous. Je peux vous dire que les Jules, les Sopranos, ils l'ont vu. Et les Gignac. Ils feront partie de l'aventure, je pense. Aussi. Et aussi, certainement. L'un va plus pour dans eux l'autre aussi, c'est un aujourd'hui. film culte. Ces gens-là aussi. Et Gignac, il l'a vu peut-être, je ne sais pas moi, 40-50 fois. Quoi. Donc, ça fait plaisir d'avoir participé dans un rôle clé. Entraîneur. Moi, j'étais l'entraîneur, j'étais Francis, Moretti. Mon père, c'était Gaston. On était entouré, Patrick Bosso, Stéphane Fraisse et tout. Voilà, c'est un film sans... Je ne sais pas pourquoi il a marché très fort. Simple et efficace. Ouais. Mais il a ses manques, ce film. C'est une jolie petite histoire, mais qui a pris le cœur des Marseillais et du Grand Midi. Il n'a pas trop marché, tu vois, à Paris ou Rennes ou un truc comme ça. Ben, d'après moi, il devait y avoir la grève du cinéma, mais nous, on a mis Made in Marseille sur l'affiche, tu vois. Oui. Et à Paris, Made in Marseille. Mais ils ont dû le regarder quand même. Oui, peut-être. On n'a pas fait beaucoup d'entrées à Paris. Par contre, on a fait 142 000 entrées sur la ville de Marseille. Astérix 1 a fait 141 000 sur la ville. Donc, on était fiers de battre Astérix sur la ville en comptant plan de campagne. Donc, Les Collègues 2, pour te répondre, ça dépend du réalisateur. Hein. Nous, les acteurs, on est prêts. Ok, Joël, on va finir cette émission avec une série de petites questions courtes. Donc, tu peux répondre avec des réponses courtes ou pas. C'est parti. Quel est ton principal défaut? Les questions les plus simples paraissent c'est comme dit ma mère, c'est de ne pas en avoir. C'est-à-dire que il a un seul défaut, mon fils. Lequel? C'est de ne pas avoir de... de ne pas en avoir? Non, de ne pas en avoir. Parole de maman. Non, je ne sais pas. On est toujours un peu... L'homme, il est parfois un peu étrange, on dit, particulier, tu vois. Donc peut-être que je suis dans mon truc et je m'oublie, donc j'oublie ce qui est le plus cher au monde, c'est-à-dire les petits, je les vois tout le temps, mais il y a quelque chose qui n'est pas comme avant, pas comme quand on était enfant, nous. Donc ça, c'est peut-être mon défaut de dire... Ton principal trait de caractère? Je pense vrai. Je pense la bonté, le cœur. On en est certain. Mais après, on me surnomme des fois aussi le petit rossignol des Cailloles. Donc, petit rossignol, c'est le côté un peu, tu vois... Chantant, chantant, tout ça. Mais tu vois, comme un oiseau sur la branche, mais je vais être au cœur du truc, je m'intéresse à ça. Donc, parfois, il faut s'adapter. Donc, je sais m'adapter. Et tu es curieux. Je ne suis pas né de la dernière pluie. Et curieux, comme tu dis. Le joueur le plus fort avec qui tu as joué? Avec qui j'ai joué?
Je pense que... Le plus fort, je pense que Pour c'est... toi, ouais. À Marseille aussi, mais je pense que c'est Djamel Tlemceni. Il avait un D'accord. talent fou. Avec qui je jouais. Hein. Avec qui tu as joué? Djamel Tlemceni à Rennes. Le plus fort en 2022, c'est-à-dire quel est pour toi aujourd'hui the joueur? En 2022, aujourd'hui, Mm. international, pas à l'OM, pas du tout. Tout à fait. Dans le monde, quel est le joueur pour toi le plus... En 2022, Oui. c'est Benzema. Ok. Le plus fêtard qui sort Que tu as connu. Ah, que j'ai connu, parce qu'autrement, je ne peux pas en parler. Putain, que j'ai connu. Il y en avait beaucoup. Il y en a. Et nous, on fumait le cigare, tout ça, on s'amusait. Hein. On sortait. Et le plus, Fêtard. si tu dois te dire un nom comme ça, Oh putain. tu peux balancer, on n'est pas regardé. Le plus fêtard, hein, d'après moi. Fait une fêtard qui aime la vie, tout ça, hein, tu vois, qui prend. Il peut se mettre torse nu, tout ça, et tout. Ouais, Marcel Dib. Ah ouais. T'aurais pas pu ne pas le Ouais. citer, c'est pas possible. Je pense que c'est pas tout à fait, toi, le mot fêtard. Quoi. Oui, Mais c'est je bon bouffe vivant. ma nuit, machin, Bon tout vivant. ça. Extrêmement bien, bon mec, tu vois. Qui veut s'amuser avec ses amis, tu vois. Pas là pour brancher quelqu'un, il a une femme, tu vois, qui est né avec, il est né avec. C'est juste qu'il a besoin d'exploser la folie, tout ça et tout. Ouais, moi, je suis comme lui, hein, quand même. Hein, mais lui, c'est inné. Le plus drôle dans les vestiaires qui vous détendait avant un match ou après un match? Et je crois que c'est moi. Hein. Ben voilà. Je crois que c'est moi. Là. L'adversaire le plus méchant que tu aies pu rencontrer sur un terrain? Le plus méchant? Oui, ton adversaire. Ouais, adversaire, ouais, il y Djiméco, avait... mais adverse. Il y avait... Sur le terrain. Il y avait Bianconi. Il y avait... Comment ça s'appelait cet arrière-gauche, là? Corse aussi. Non, mais nous, on était méchants aussi. Donc, on se faisait respecter. Donc, j'avais des bagarres dans les couloirs, tout ça et tout, mais c'est... Moser, Carlos Moser Carlos. était un mec, un grand joueur, hein, mais bon, vous vous rappelez, hein, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas d'arrangement. Hein. Mais par contre, je n'ai pas joué contre Moser. Je n'ai même pas joué avec, d'ailleurs. Tu l'as pas rencontré sur un terrain. Ouais. Après, il y avait la grande équipe de Toulon, avec Olmeta, avec Berenguer, Oui, voilà, avec c'est quelque Alfano, chose Courbis, Il y a du caractère. Perrin. Ton meilleur coéquipier à l'OM? Même au centre de formation, tout ça, tout mon parcours à confondu. l'OM. J'en ai 2-3 quand même. Hein. J'ai Alfredo Fernandez, au centre de formation, mon ami, mon frère. Christophe Galtier, mon ami d'enfance. On a fait toute la formation ensemble à l'OM. Et après, plus tard, 6 ans, 8 ans après, je pourrais dire Jean-Christophe Marquet, Marcel Dib et Michel De Wolf aussi, que j'aime beaucoup. Bon, ça, c'était la prochaine question. Tes potes dans le milieu du foot. Donc, tu as répondu, je pense. Est-ce que tu en as d'autres? Ouais, c'est ça, c'est mes potes. Fabien Barthez, tu nous as Fabien, ouais. Fabien Barthez. Fabien Barthez, d'ailleurs, mon frère, ça a été son agent, mon frère Jean-Marie. Jean-Marie est agent. De Monaco jusqu'à la fin de sa carrière, ça a été son agent. Ouais, Fabien. Et Pascal Olmeta, c'est notre frère corse. Mon frère Eric, mon frère Jean-Marie, moi-même. C'est notre frère. Pascal, c'est toute sa famille. Pascal, vous n'êtes pas 3, vous êtes plusieurs en fait de frères. Ouais. On en a 2 au Gabon aussi. 2 en Afrique du Sud. C'est pratique. On doit en avoir 2 en Colombie. Non, mais des amis qui sont comme des frères, tu sais.
Le meilleur entraîneur que tu as eu, bon, on le sait maintenant, c'est Gérard. Ouais, Celui avec qui tu as eu le plus de feeling. Gérard Gilly, mais je pourrais dire aussi, Hervé Gauthier au SCO d'Angers. D'accord. En fait, j'ai eu la chance d'avoir à part un ou deux, d'avoir que des entraîneurs qui aimaient le beau football. Raymond Kérusoré, on jouait un football fantastique avec le Stade Rennais. Et Hervé Gauthier, pareil, au SCO d'Angers, on marquait des buts. On finissait toujours dans les 3 premiers. Hein. Rennes, Angers, en 2e division, on finissait toujours dans les 3 premiers. Mais Gérard, bien sûr. Mais Gérard, il ne m'a pas beaucoup entraîné en professionnel. Il t'a apporté de la confiance quand même, qui t'a marqué. Il m'a tout apporté. À l'inverse, l'entraîneur depuis avec toujours. qui ça s'est le moins bien passé. Est-ce que tu as le souvenir d'un entraîneur qui t'a... Si tu veux régler des comptes, c'est maintenant, tu peux y aller. Ouais, vas-y. Lâche tout. Un entraîneur qui ne m'a pas marqué. C'était pas son entraîneur, mais Raymond Domenech. Non, il y en a pas. Non, il n'y en a pas. C'est tant l'amour mieux. fou, l'amour, tu vois, tu te détestes, quoi. Non, j'ai pas vraiment ça. Je suis très... Cite-nous une super anecdote d'un supporter de l'OM dont tu te rappelles. Quelque chose qui s'est passé avec un supporter qui t'a marqué. J'en ai 2. Allez, vas-y. J'ai 2 P qui à l'époque, qui étaient scellés. On est en tournée au Maroc avec l'Olympique de Marseille et on arrive vers, je sais pas moi, 9h, 10h du matin. Et à 18h, on a un entraînement. Et nous, on a pris l'avion, tout ça, quoi. Et là, à travers les grilles, torse nu. Oh, les amis. Je fais là, tout le monde va le voir, tout ça et tout. Il dit, c'est pas quoi Joe, il me dit, c'est pas quoi Je dis non. J'ai transpirant, j'ai même pas pris la douche, tout ça pour me dire, ah, je t'explique. Toute la nuit, dans la soute du cargo, je me suis mis. J'ai traversé toute la Méditerranée pour venir vous voir. J'ai dit, tu es venu avec des amis? Non, tout seul, dans la soute du cargo. Donc il a fait la traversée dans la soute du cargo. Un vrai fan. Hein. Un vrai fan, c'est fabuleux. Ah oui. Et la deuxième, ça me concerne, c'est à l'époque de la pub que je fais avec Eric. Elle est sur toutes les chaînes de télé, cette pub. Et j'ai un supporter, je joue sur le côté droit, un supporter qui me dit tacle-le, ruine-le, tacle-le lui. Il me dit Gillette, tacle-le comme Gillette. Tu sais, pour me faire allusion à la pub. C'est Bic. C'est des concurrents, tu sais. Deux concurrents. Ah ouais, tu as raison, il me dit c'est Bic. Et moi, je lui parle là, je suis en train de jouer. Je lui parle à un mètre. Je dis non, je dis c'est Bic. Bic, les rasoirs Bic. Oh putain, tu as raison, Bic. Voilà, c'est des choses. Tu parlais des supporters, hein. Voilà. J'en ai d'autres, mais. Qu'est-ce que tu penses de l'OM actuel? Sampaoli ou Tudor? On l'a pas vu, Tudor encore. Tu peux Qu'est-ce redire que tu penses de l'Olympique de Marseille actuellement? Si tu as quelque chose à dire en quelques mots. Et que penses-tu donc de ce changement d'entraîneur? Je trouve qu'il était efficace, Sampaoli, que ce soit dommage qu'il parte comme ça, mais qu'on peut compter sur le futur avec Tudor. Ouais. Bah, Sampaoli, il avait quelque chose qui tu vois, il avait une personnalité, un jeu. Mais bon, c'était pas Bielsa non plus. Mais d'ailleurs, c'est un élève de Bielsa. Mais c'était bien pour l'Olympique de Marseille. D'ailleurs, il a fait un grand parcours quand même, parce que derrière, il nous qualifie en Ligue des Champions. Donc, c'était très surprenant. Moi, j'étais aussi surpris, mais pas complètement, parce qu'il avait annoncé déjà fin mai qu'il fallait renforcer l'effectif. Ça laisse trop de traces, une Ligue des Champions. Tu peux arriver à la trêve avec 15 ou 16 points de retard en championnat, à cause de ton parcours en Coupe d'Europe. Et ça, les grands entraîneurs le savent. Donc ça n'a pas pu se faire, peu importe, il y a une politique, il y a un club, il y a un timing, il y a un temps, il y a pour tout. Lui, il a pensé qu'il fallait qu'il démissionne. Il n'a pas laissé plus de temps, 15 jours, 3 semaines ou un mois. Et Tudor, j'espère que l'OM sera complètement en éveil avec Tudor. Je ne le connais pas bien, mais apparemment, il y a des très très bons échos.
très bons échos sur son jeu. Mais bon, après, on est en France et en France, il faut travailler, et travailler dur aux entraînements. Et on sait que quand on travaille très, très, très dur, il peut y avoir un ou deux joueurs qui ne rentrent pas là-dedans. Et c'est ça qu'il va falloir gérer, parce que si c'est le Halil Ozic de l'époque, quand Halil Ozic était à Lille, qu'on disait tous, voilà, les entraînements qu'il fait, c'est la folie. Parce que c'est dur, hein, les entraînements professionnels. Hein. Très dur. Hein. Donc j'espère qu'il est un peu plus détendu. Par contre, il a une bonne tête. Ouais. Il a une belle, moi, j'aime bien ces têtes-là. Là. À la fois charismatique et sympathique. Exactement. Les vidéos qu'on voit dernièrement. Exactement. Toi, il paraît qu'il il fait bien jouer son équipe. Mais bon, Elias Véron, c'est pas l'Olympique de Marseille, mais il a aussi entraîné Galatasaray. Donc ça, c'est important. Toi, en tant que directeur sportif à l'Olympique de Marseille, s'il y avait une chose que tu pourrais apporter, ce serait quoi? En tant que directeur sportif ben, c'est un ensemble de choses, c'est-à-dire que il faut le réseau, un réseau énorme. Et il faut, je crois, faire jouer les jeunes et croire que les jeunes vont jouer. C'est ça aussi un directeur sportif, parce que Lyon forme bien les joueurs et il les vend très cher. Donc les clubs les plus riches, en fin de compte, tu t'aperçois, c'est ceux qui forment. Et nous, on se retrouve souvent en difficulté, où ils sont en fin de contrat, où on les vend pour 2 millions. C'est le cas de Lopez, c'est le cas de Camara, et c'est le cas même de Perrin, de Strasbourg, où l'option d'achat est à 1,5 million d'euros, alors qu'il a joué avec Stéphane, entraîneur, toute la saison, et qu'il est un pilier de la défense centrale de Strasbourg. Donc ça, c'est en tant que directeur sportif, c'est ces choses-là qu'il faut maîtriser. Les jeunes. Conserver les jeunes. Leur donner toute la confiance et surtout leur donner la personnalité, l'empreinte dans le jeu, l'hygiène. Oui, ils peuvent s'amuser le samedi soir, mais pas avant. On ne sort pas le vendredi, on ne sort pas le jeudi. Moi, je ne sortais pas le jeudi, vendredi. Par contre, le samedi, après le match... ça valait toute la semaine. Oui, exactement. De quoi es-tu le plus fier? Je suis fier de mon parcours, je suis fier des miens. Je suis fier de cette famille entourée de gens magnifiques aussi. Je suis fier de ça. Dernière question. Si tu as un seul moment à nous Et d'être citer... grand-père, je suis fier aussi. Tout à fait. Aujourd'hui, je suis grand-père, je suis fier. Félicitations. Si tu as un seul moment à nous citer, que ce soit carrière footballistique, cinématographique, beach soccer, mais en tout cas, si c'est dans le football, cite-nous un seul moment qui vraiment te tient à cœur. Et on a rêvé quand on était petit, et on joue devant 45 000 personnes à l'Olympique de Marseille, c'est l'OM Bordeaux, le Grand Bordeaux, de Chirès, Ticana, c'est la grande équipe de l'époque, de Claude Bèze, ce moustachu, là, tu te rappelles de lui hein. Ton but? On dit un vrai cow-boy, lui. Et c'est ce but, 4e but, où le lendemain, ben, tu vas acheter la presse. Je me rappelle que c'était à Sainte-Marguerite, j'allais au stade de Vélodrome, là je me suis arrêté à la presse, c'était bonheur, c'était 8h30 du matin. Putain, Méridional, le Provençal à l'époque, le soir. L'après-midi, il y avait le soir. J'ai fait la une de ces 3 journaux. Et c'est pas de faire la une. Ça m'a donné de l'élan, ça m'a poussé à vouloir toujours travailler encore plus dur. Tout ça, c'est ce que j'ai fait. Et surtout, le soir, le journal Le Soir avait titré Jojo des Cailloles. Et ça, c'était mon plus grand... Plus grosse fierté. Fierté. Et je passais le lendemain après-midi mon permis... automobile que j'ai eu, les doigts dans le nez, que le moniteur il m'a dit c'est bon. Tu nous as fait plaisir en marquant, prends-le ce papier rose. Je dis non mais je conduis un peu, il m'a dit bien sûr. Un tout petit peu alors. Tout petit peu. Mais écoute, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation, c'était un plaisir de te recevoir. Merci à toi Seb, merci à Marjorie, c'était pour moi un honneur d'être là dans le Salon des légendes, que je trouve que c'est une émission fantastique, magnifique. Et en tout cas, j'ai ma place dans le Salon des légendes. Et je suis légende à ma façon. Merci à vous, merci. Et bonne continuation pour l'émission, parce qu'elle est superbe. Merci beaucoup.